Salut tout le monde, et bienvenue dans cette seconde partie de mes chroniques consacrées aux enfants de Loki. Aujourd'hui, nous allons parler de Hel, ce qui arrive à la fratrie durant le Ragnarok, et ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Previously, les chroniques de Fambuche. On a parlé de leur enfance, de Fenrir, de Jormungand. Voilà. Et maintenant, la suite de l'épisode. Petite dernière de notre trio, elle est la moins développée des trois, bien que son rôle ne soit pas moins important que les autres, si bien qu'elle est considérée comme ne faisant même pas partie des mythes originaux, mais n'étant qu'une personnalité de la déesse Freya créée à partir de l'adaptation chrétienne des mythes pour s'occuper des morts indignes. Dans tous les cas, à l'instar d'autres divinités régissant le monde des morts, elle est très peu présente dans le monde des vivants, sortant rarement de leur domaine. Faut dire, avec tout le monde qu'ils doivent gérer, ils doivent pas avoir beaucoup de temps pour eux. Malgré tout, elle est mieux considérée que ses frères, par les autres dieux qui la voient plus comme une égale, bien que son apparence les rébute au plus haut point. Sûrement parce qu'il leur rappelle l'effroyable destin qui les attend s'ils n'ont plus accès aux pommes d'or d'Idun, qui leur confèrent leur immortalité et leur jeunesse. C'est donc autant par souci de commodité que d'une volonté de vouloir séparer la fratrie qu'Odin envoya Hel gérer les morts dans une partie du Niflheim qui deviendra le Helheim, le royaume de Hel donc. Et ce n'est pas une mince affaire, puisque Helheim doit recevoir l'intégralité des morts des 9 mondes, hormis ceux qui ont été jugés dignes de rejoindre les rangs des Einherjar, ou les noyés attrapés par le filet de la déesse des profondeurs Ran pour peupler son palais maritime. Ceux qui doivent rejoindre le Helheim entameront alors un énorme voyage, dont la distance varie en fonction de là où ils sont morts, généralement en bateau, pour rejoindre leur future demeure. L'entrée du domaine de Hel passe par une caverne qui est gardée par un loup géant enchaîné, nommé Garm, le hurleur, à la gueule ensanglantée, servant essentiellement à empêcher les morts de partir sans l'autorisation de sa maîtresse. Et s'il vous fait penser à un certain loup de notre connaissance, sachez également que Garm se libérera de ses chaînes lors du Ragnarok pour aller combattre les forces d'Odin. Après la caverne, les morts arriveront devant un immense pont d'or nommé Galarbru, passant au-dessus de la rivière Gnoll, qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Ce pont est gardé par Mogdud, une géante chargée d'accueillir les morts après leur long voyage jusqu'à leur dernière demeure et de les répartir dans la zone qui leur est attribuée. Car, si on ne sait pas grand-chose sur le domaine de Hel, on sait qu'il est réparti en 9 zones. Mais on ne sait pas comment sont répartis les résidents, soit par leur race, soit par leur comportement. Par contre, on sait qu'il est entouré d'un immense mur nommé le Helgreen, le mur de Hel, qui n'est ouvrable que de l'extérieur pour empêcher les résidents de sortir. La maîtresse des lieux vit dans une grande salle appelée Heljonir, dans la partie la plus froide et inhospitalière du Niflheim, protégée par un seuil magique nommé Falandoforab. Elle vit avec 2 serviteurs, Ganglati et Ganglot, qui servent ses repas dans l'assiette de la faim, Ung, avec le couteau de la famille, Slut. Elle dort dans un lit de gravats, corps, décoré par des rideaux appelés Blikandabol, le malheur éclatant. Si avec tout ça, elle vous paraît pas sympathique, la madame, je sais pas ce qu'il vous faut. Parce que malgré tous les efforts mis pour rendre ce lieu lugubre, tout est gâché par le caractère doux de la maîtresse des lieux. Bien qu'un peu enclin au fatalisme, grâce à son don de clairvoyance qui lui permet de savoir tout ce qui va se passer dans les 9 mondes. Ce qui fait que quand les dieux viennent lui demander une requête, elle accepte sans broncher plutôt que de les envoyer chier, comme on pourrait s'y attendre d'une ennemie des dieux. Ou du moins futur ennemi des dieux, oui. Ainsi, quand le messager des dieux, Hermod, vient lui demander de libérer Baldr, as de l'amour et de la lumière tué par une des fourberies de son père, elle est prête à accepter à condition que tout le monde soit d'accord pour briser l'une des règles fondamentales de l'univers. Tous acceptèrent, sauf bien évidemment Loki, déguisé, qui fit tout capoter encore une fois. Elle ne participera pas directement à la bataille de Vigrid durant le Ragnarok, mais elle fournira à son père des troupes plus très fraîches certes, mais nombreuses, ainsi qu'un énorme navire de guerre fait à partir des ongles des morts, le Naglfar.
qui sera chargé d'emmener l'armée à la guerre. Pour retarder le plus possible la construction du navire, ordre est donné par les dieux de couper les ongles de chaque mort avant de les laisser partir pour leur dernière demeure. Et voici qu'arriva le Ragnarok, annoncé entre autres par le gigantesque raz-de-marée cataclysmique provoqué par Jormungand lorsqu'il sortit des eaux pour rejoindre son père, et la libération de Fenrir qui arriva à détruire Gleipnir et à la rejoindre son père en compagnie de Skoll et de Hati. Le grand loup était devenu si gigantesque qu'il pouvait toucher le ciel et la terre rien qu'en ouvrant la mâchoire. Et bien évidemment, la troisième annonce qui nous intéresse ici, la création du Naglfar, dirigé par le géant en rime, pour aller chercher tout ce beau monde et les emmener sur le champ de bataille de Vigrid. Ainsi commence la bataille qui scellera le destin de la cosmologie nordique. Et tandis que les deux forces s'affrontent, Fenrir et Jormungand vont pouvoir régler leurs différends avec Odin et Thor. Le serpent géant et l'as du tonnerre se battirent avec une férocité sans égale et finirent par s'entretuer, Jormungand terrassé par un coup de Mjolnir et Thor succombant au venin du serpent. Fenrir, quant à lui, parvint à écraser le roi des dieux sans peine, mais ne put savourer longtemps sa victoire, car Vidar, fils d'Odin et de la géante Grêr, et as du silence et de la revanche, lui arracha la mâchoire d'un coup de pied avant de l'achever en lui arrachant les entrailles à main nue. C'est ainsi que la fratrie put enfin se réunir après toutes ces années de séparation dans le royaume de Hel, rapidement rejoints par leur père Loki, terrassé par Heimdall. Aujourd'hui, ce trio est devenu l'une des références majeures de la culture nordique dans les œuvres fictives d'aujourd'hui, mais ils ont su également se développer dans leurs domaines respectifs. C'est donc sans surprise que Fenrir s'est incrusté dans les univers de loup-garou et tout ce qui se rapporte aux créatures lupines. Ainsi, dans Warhammer 40 000, il donne son nom au monde natal des Space Marines Space Wolf, Fenrir. Dans Harry Potter, où il donne son nom au loup-garou mange-mort, Fenrir Greyback, inspire Tolkien pour la création du loup géant Kar-Sharok et les Wargs, et on retrouve les fils de Fenrir dans le JDR Loup-garou Apocalypse, une tribu de loups-garous scandinaves. Jormungand, quant à lui, a eu moins de succès de son frère, peut-être parce que son apparence se rapproche un peu trop des dragons. Mais il a néanmoins eu sa place comme créature à battre dans les jeux comme Final Fantasy ou encore Magicka. Il sert de référence pour le Jormungar dans World of Warcraft, et l'un des combattants vikings de For Honor porte son nom. On le retrouve également en tant que vaisseau de guerre dans le jeu vidéo Battlestar Galactica, ou encore dans le comics Marvel sur Thor en tant qu'ennemi du héros. Et elle, quant à elle, est finalement celle qui a gagné le plus en renommée. Mais en même temps, vu tout comment elle partait, c'était pas compliqué. Mais elle a souffert de ce que j'appelle le syndrome du méchant maître de la mort, à l'instar d'Hadès pour les Grecs, où elle passe de simple régente des morts à entité maléfique. On la retrouve également dans l'univers Marvel de Thor, où elle est la fille d'Odin et cherche à prendre Asgard, dans le jeu vidéo Viking Battle for Asgard, où elle cherche à se venger de Freya, et dans les deux cas, elle perd son côté cadavérique. On la retrouve également dans une œuvre d'art contemporaine nommée The Diner Party de Judy Chicago, où elle se retrouve à partager un petit casse-cou en compagnie de 1037 autres personnages féminins issus de l'histoire ou des mythes, de diverses cultures mondiales. On la retrouve également dans plusieurs livres où elle a un rôle de méchante ou de personnage secondaire. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que l'attente n'aura pas été trop longue et que le suspense n'aura pas été trop intenable. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires de la vidéo ou par le biais des petits pouces. Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires en dessous de ces vidéos et n'hésitez pas non plus à la partager si ça vous fait plaisir. Je laisse également les liens de ma page Facebook et de mon Discord dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis salut et à bientôt pour un prochain épisode.